Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 23 mai. Journée particulièrement meurtrière dans la bande de Gaza. Plus de 90 Palestiniens sont tombés en martyrs en seulement 24 heures. Des milliers de personnes défilent ce jeudi à Birjand, dans l'est de l'Iran, dernier jour des cérémonies funéraires à la mémoire du président Ebrahim Raïssi. Le groupe algérien Sonatrach signe un protocole d'accord avec la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement en partenariat des ressources en hydrocarbures en Algérie. Et puis nouvelle manœuvre militaire chinoise autour de l'île de Taïwan. Ces exercices sont présentés par Pékin comme une punition contre son nouveau dirigeant. Bonsoir à tous. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 35 800 martyrs et 80 011 blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé, ces dernières 24 heures ont été particulièrement meurtrières avec 91 martyrs et 21 blessés. Au moins 17 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont plus de 10 enfants et des dizaines d'autres ont été blessés à l'aube ce jeudi, après que les forces de l'occupation sioniste ont bombardé 2 maisons dans les villes de Gaza et de Rafah. Le raid sur la ville de Gaza a été le plus meurtrier, avec 16 personnes tombées en martyrs, dont 10 enfants. Les forces de l'occupation sioniste qui ont aussi pris pour cible ce jeudi à l'aube une maison du camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza, faisant 8 martyrs, dont la plupart étaient des femmes et des enfants, et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut ce matin l'hôpital Al-Aouda à Jabalia et ont forcé les équipes médicales à le quitter. Ainsi, et après un siège de 4 jours, les équipes médicales ont été sommées de se diriger vers l'ouest de la ville de Gaza après avoir arrêté l'un d'entre eux. Or, 14 employés de l'hôpital, 11 blessés et accompagnants restent à l'intérieur de l'hôpital. Ils refusent de sortir à moins que des ambulances ne soient présentes pour évacuer les blessés. En Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien a succombé ce matin à ses blessures subies hier soir par les balles des forces de l'occupation sioniste à Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, ce qui porte à 12 le nombre de Palestiniens tombés en martyrs dans l'agression qui a débuté avant-hier sur la ville de Jenin et son camp de réfugiés. Une grande foule a assisté à leur enterrement ce jeudi. Et la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, a annoncé ce jeudi qu'elle se prononcerait demain sur une enquête de l'Afrique du Sud d'ordonner à l'entité sioniste un cessez-le-feu à Gaza. Pretoria souhaite que la Cour ordonne à l'entité sioniste de cesser immédiatement toutes les opérations militaires à Gaza, y compris à Rafah, où une offensive militaire au sol est lancée depuis le 7 mai en dépit de l'opposition de la communauté internationale.
Et sur le plan diplomatique, l'annonce hier par 3 pays européens, en l'occurrence la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, de leur décision coordonnée de reconnaître l'État de Palestine a été saluée par les Palestiniens, notamment ceux de la bande de Gaza. Par ailleurs, ces derniers appellent aussi à des actions concrètes en faveur du cessez-le-feu. Le coup près est tombé. La Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent l'État de la Palestine. À Gaza, où les bombardements meurtriers de l'entité sioniste font rage depuis 8 mois, la population exprime néanmoins sa satisfaction. Nous apprécions la reconnaissance de l'État de Palestine par les pays européens. Nous sommes reconnaissants de cette décision alors que nous vivons dans l'ombre de la guerre à Gaza. Nous appelons les grandes puissances mondiales à se tenir à nos côtés et à mettre fin à cette guerre, en mettant fin au déplacement de population de notre peuple et mettre fin à l'agression d'Israël. Le génocide à Gaza n'a épargné aucune vie humaine. Quand le destin n'est pas une mort certaine, les survivants doivent surmonter la perte d'êtres chers et une destruction totale de tous leurs biens. Mais en parallèle, cette souffrance inadmissible constitue une porte-voix à la cause palestinienne. Nous sommes reconnaissants envers les pays européens d'avoir reconnu l'État de Palestine. Nous espérons que cela ira au-delà de simples mots, mais que la reconnaissance se concrétisera en actes. Nous espérons arrêter la guerre en mettre fin à l'agression d'Israël contre Gaza. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes fatigués d'errer d'un endroit à un autre. Tous les aspects de notre vie sont misérables. Il est difficile d'aller chercher de la nourriture et de voyager. Depuis le mois d'octobre dernier, les Palestiniens de Gaza vivent les pires atrocités que l'armée sioniste leur fait subir. Révélés au grand jour, les crimes de l'occupation poussent les nations du monde à ouvrir les yeux sur la vraie nature du conflit. Nous espérons que la reconnaissance par les pays européens de la Palestine en tant qu'État est authentique et pas seulement en parole. Nous espérons que l'aide pourra affluer sans problème dans la bande de Gaza afin que nous puissions obtenir de l'aide dans tous les aspects et que nous puissions reconstruire la bande de Gaza et vivre en paix comme les autres peuples du monde. Pour la cause palestinienne, il s'agit d'un pas de plus vers une justice historique et une reconnaissance du statut d'État à part entière aux Nations Unies. Et comme vous venez de le constater, parmi les pays qui ont reconnu l'État de Palestine figure l'Irlande, qui voit en ce choix le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité. Le peuple irlandais a soutenu la décision de son gouvernement. Va-t-on assister à des scénarios semblables en Europe? Élément de réponse avec Neila et Hamouda. Des graffitis de solidarité avec la Palestine sur les murs de Dublin. Le lendemain de l'annonce de l'Irlande de reconnaître l'État palestinien, les Irlandais n'ont pas tardé à exprimer leur satisfaction. Oui, je pense que la Palestine devrait être reconnue en tant qu'État. Je pense que l'Irlande et la Palestine ont une histoire commune et que nous avons été opprimés par des groupes et des choses similaires dans le passé. Et je pense que si les Irlandais ne peuvent pas voir la relation, alors soit ils ne savent pas ce que signifie être Irlandais, soit ils ne comprennent pas suffisamment l'histoire irlandaise. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense simplement qu'Israël a oublié sa propre histoire. Vous ne pouvez pas exterminer un peuple et vous attendre à ce qu'il disparaisse. Cela n'arrive pas. Vous savez, soit vous travaillez avec ces gens, soit vous subissez les conséquences. Alors oui, je soutiens totalement. Alors que l'entité sioniste mène depuis plus de 7 mois une agression génocidaire contre les civils palestiniens à Gaza, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne reconnaissent l'État de Palestine, confortant ainsi la dynamique enclenchée par les efforts de l'Algérie aux Nations Unies. L'annonce mercredi par 3 pays européens de leur décision coordonnée de reconnaître l'État de Palestine est un soutien à la solution à 2 États et permettra de renforcer la position de la Palestine dans le cadre du conflit au Proche-Orient. La Slovénie et Malte pourraient emboîter le pas au trio dans les semaines à venir. La France et la Belgique pourraient suivre. Le projet de la Slovénie de reconnaître rapidement la Palestine a été applaudi par les étudiants. Ils ont levé le blocage de l'université de Ljubljana qu'ils menaient depuis plusieurs jours. La cause palestinienne fait largement consensus dans l'opinion publique. 57% des Slovènes soutiennent la décision de reconnaître l'État de Palestine.
Pour rappel, une initiative en faveur d'une reconnaissance coordonnée de l'État de Palestine a été lancée il y a 2 semaines par Charles Michel, le président du Conseil européen. L'UE soutient formellement une solution à 2 États. Elle réclame une pause humanitaire à Gaza et impose des sanctions contre les colons sionistes responsables de violences. Et dans ce même contexte, la Colombie va ouvrir une ambassade à Ramallah, en Palestine. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères colombien, Luis Murillo, soulignant une instruction du président colombien Gustavo Petro. La Colombie avait déjà reconnu ces dernières années la Palestine comme un État. Nous pensons donc, nous sommes sûrs que de plus en plus de pays vont reconnaître la Palestine, et cela n'a rien à voir avec Israël, ni contre le peuple israélien, ni contre le peuple juif. Les Nations Unies ont convenu, dans le contexte des accords d'Oslo, qu'une solution à 2 États devrait être créée, et donc si vous avez besoin de 2 États, cela nécessite évidemment que la Palestine... Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, je vous disais en titre, des milliers de personnes ont défilé ce jeudi à Birjand, dans l'est de l'Iran, au dernier jour des cérémonies funéraires à la mémoire du président Ebrahim Raïssi, qui sera inhumé dans sa ville natale quelques jours après avoir trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Bourali, assiste aux funérailles. Coopération algéro-sénégalaise à présent en qualité d'envoyé spécial du président algérien. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Dakar, porteur d'une lettre du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à donner un nouvel élan aux relations historiques qui lient les 2 pays et peuples frères et consolider davantage leur engagement commun en vue de contribuer à relever les défis régionaux et continentaux actuels et répondre aussi aux aspirations et ambitions du continent africain en termes de sécurité, stabilité et développement. Je vous en parlais en titre, le groupe algérien Sonatrach a signé ce jeudi à Alger un protocole d'accord avec la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement en partenariat des ressources en hydrocarbures en Algérie. Ce protocole d'accord devrait permettre aux partenaires d'étudier les opportunités existantes en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans le bassin de Lahnat et le bassin de Gourara. Le point avec Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie et les États-Unis viennent d'écrire une nouvelle page dans leurs relations économiques et énergétiques, avec la signature d'un accord stratégique entre le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach et ExxonMobil, l'un des géants mondiaux du secteur pétrolier et gazier. Cette nouvelle étape franchie représente une avancée majeure dans l'étude des opportunités en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans les bassins de Lahnat et de Gourara. Alors que nous nous apprêtons à signer cet accord historique avec notre partenaire ExxonMobil pour le développement d'une coopération mutuellement bénéfique tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie des hydrocarbures en Algérie, notamment dans le domaine de l'exploration et de la production, nous pensons que nous franchissons une étape majeure en termes de développement et de valorisation de nos ressources énergétiques et permettons à notre pays de passer une nouvelle phase de durabilité et de développement.
L'Algérie s'engage à renforcer les projets de coopération avec ses partenaires sous l'égide de la loi 1319 pour diversifier davantage son économie. Aujourd'hui, et sous l'égide du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et ses bonnes directives, l'Algérie est déterminée à intensifier les programmes d'investissement et à tirer profit, autant que possible, des partenariats bénéfiques pour avancer sur la voie de l'amélioration des taux de croissance, diversifier l'économie et parvenir à la prospérité sociale. Une opportunité pour Sonatrach et ExxonMobil de renforcer leur capacité d'exploration et de production d'hydrocarbures. Notre partenariat avec Sonatrach s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Avec l'expérience pionnière des Algériens dans le domaine des hydrocarbures, l'Algérie est considérée comme une porte d'entrée entre l'Afrique et l'Europe, et de ce formidable potentiel, l'Algérie constitue aujourd'hui une destination majeure pour les investissements dans le gaz et le pétrole. Nous souhaiterons travailler ensemble pour parvenir au développement et à la prospérité. En unissant leurs forces, ces deux géants de l'industrie énergétique ouvrent la voie à une nouvelle ère de coopération internationale, de croissance économique et de développement durable. Pour l'Algérie, c'est non seulement une opportunité de valoriser ses richesses naturelles, mais aussi de s'affirmer comme un acteur clé sur la scène énergétique mondiale. Et Sonatrach a procédé également ce jeudi à la signature d'un autre contrat, cette fois avec le consortium Baker Hughes Nouveau International, SARL et techniquement SPA, relatif à la réalisation des installations de boosting phase 3 étape 2 du gisement gazier de Hasirmel, plus grand gisement de gaz naturel en Algérie et du continent africain, ayant pour objectif d'accompagner la déplétion naturelle de ce gisement en vue d'assurer le maintien du plateau de production à 188 millions de barils jour, 188 millions de standards de barils par jour. Le gisement de gaz de Hasirmel, comme tout le monde le sait, est non seulement le plus grand gisement de gaz naturel en Algérie, mais aussi dans tout le continent africain. Sa contribution à notre économie et à la position de notre pays sur la scène énergétique internationale est inestimable. Nous avons tout de suite compris l'importance de ces projets pour nous, pour Sonatrach, mais plus encore pour l'Algérie et l'Italie. Les compétences d'ingénierie et d'exécution de Technimont seront impliquées dans la construction des 3 stations de compression de gaz et dans l'extension des systèmes de collecte et de connexion entre les sites de production de gaz du champ de Hasirmel et les stations de compression. En parlant d'économie en Algérie, la Banque mondiale a souligné son dynamisme et la baisse de son taux d'inflation tout en recommandant d'investir dans les données pour soutenir les efforts du pays vers une croissance durable et diversifiée ainsi. Et dans son dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie, la Banque mondiale a relevé le dynamisme de la croissance économique du pays en 2023 avec un PIB enregistrant une hausse de 4,1%, annonçant que la croissance devrait rester robuste en 2024, portée par le dynamisme continu du secteur hors hydrocarbures. S'agissant de l'inflation, cette fois, la croissance des prix à la consommation s'est modérée pour atteindre 5% au premier trimestre 2024 contre 9,3% en 2023, grâce notamment à un dinar fort et à une baisse des prix des produits agricoles et des importations. Le rapport a mis l'accent sur l'importance des réformes récentes en Algérie et la nécessité d'accélérer la diversification en soutenant les investissements privés dans le secteur hors hydrocarbures. Dans l'actualité également, le président tchadien fraîchement élu Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment ce jeudi pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Son élection à la présidentielle du 6 mai avec officiellement 61% des suffrages met fin à une période de transition entamée en avril 2021.
Le président français Emmanuel Macron a entamé ce jeudi en Nouvelle-Calédonie la partie la plus délicate de sa visite dans l'archipel par une nouvelle salve de rencontres avec les responsables politiques locaux sans toutefois parvenir à réunir les différents camps autour d'une même table malgré sa volonté d'une reprise du dialogue dans l'archipel profondément meurtri et dans l'impasse politique. Sohila Kilal. Après plus d'une semaine d'émeutes, 6 morts et un état d'urgence, le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi en Nouvelle-Calédonie pour une visite avec un seul mot d'ordre, un retour le plus vite possible au calme et au dialogue. Et donc c'est vraiment avec un esprit constructif, de dialogue, d'apaisement que je suis là devant vous. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table et vous représentez ici, pour moi, celles et ceux qui les représentent. La première chose, c'est l'ordre. Le calme, la paix et la situation qui est encore aujourd'hui en cours, évidemment, nous préoccupe. Par sa visite éclair dans l'archipel où le calme reste relatif, le président français tente d'évaluer la situation sécuritaire pour sortir de l'impasse politique et apaiser les tensions. Pour ce faire, Macron a rencontré des responsables politiques locaux et toutes les composantes des partis indépendantistes de Nouvelle-Calédonie pour tenter d'amorcer un retour au dialogue et à la sécurité après plus d'une semaine de violences, les plus graves depuis les années 80. Emmanuel Macron a annoncé que les quelques 3000 membres des forces de sécurité déployés en Nouvelle-Calédonie face aux émeutes resteraient aussi longtemps que nécessaire. Quant à l'état d'urgence en vigueur depuis une semaine, il s'est dit plutôt défavorable à sa prolongation, au-delà des 12 jours légaux. Le vote à l'Assemblée nationale du dégel du corps électoral a été le détonateur des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Cette réforme constitutionnelle décriée par les indépendantistes vise à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie et permet d'intégrer environ 25 000 électeurs aux listes électorales. Un élargissement vivement contesté par les indépendantistes qui accusent l'État français de vouloir passer en force pour minoriser encore plus le peuple autochtone kanak qui représente plus de 40% de la population de l'archipel. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Cette réforme doit encore être votée par les députés et sénateurs réunis en congrès avant la fin juin, sauf si un accord sur un texte global entre indépendantistes et loyalistes intervient d'ici là. Et je vous en parlais en titre, nouvelle manœuvre militaire chinoise autour de l'île de Taïwan. Ces exercices employant navires et avions militaires sont présentés par Pékin comme une punition contre son nouveau dirigeant et les forces indépendantistes de l'île. Safwan Ben Sabri. La Chine a lancé des exercices militaires de grande envergure autour de l'île de Taïwan, des exercices maritimes et aériens que Pékin a qualifiés de punitions sévères envers les autorités taïwanaises. Les exercices surviennent en réponse au discours du nouveau chef des autorités de Taïwan qui a défendu une ligne indépendantiste, discours auquel a répondu verbalement et militairement Pékin, mettant en garde contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures. Baptisé Joint Sword 2024, ces nouveaux exercices ont impliqué l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées. Ils se déroulent dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île, de façon à encercler celle-ci. Par ailleurs, Pékin a haussé le ton, promettant à toute force séparatiste taïwanaise de finir dans le sang. Tout acte de séparatisme taïwanais se heurtera à l'assaut frontal de 1,4 milliard de Chinois. Toutes les forces séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan finiront dans le sang, la tête brisée face à l'événement historique d'une réunification complète de la Chine. La Chine avait déjà procédé à des exercices militaires d'ampleur lors de la visite de Nancy Pelosi sur l'île, ainsi que celle de Kevin McCarthy, deux visites qui avaient suscité l'ire de Pékin. Et ces manœuvres chinoises interviennent à l'heure où le nouveau dirigeant de Taïwan remet en cause le principe d'une seule Chine. Voici l'éclairage depuis Pékin de Zhan Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN.
Le principe d'une seule Chine, c'est même la ligne rouge de toutes les politiques étrangères de Chine. Et donc, il est très important pour la Chine de respecter cette règle et en même temps, c'est aussi quelque chose qui est lié aux émotions du peuple chinois. Et d'ailleurs, le porte-parole chinois a également ajouté que la Chine prendrait des mesures résolues pour écraser toute tentative de séparation. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ces exercices militaires autour de l'île de Taïwan. Et d'ailleurs, ce qui est important à remarquer, c'est que non seulement ça montre l'engagement de la Chine, et de l'autre côté, ça a également contribué à l'optimisation et à l'amélioration des opérations des gardes-côtes chinois autour de l'île de Taïwan, et d'ailleurs aussi des quelques petites îles faisant partie de la région de Taïwan. Et aussi, cette fois-ci, ce qui est important à remarquer, c'est que l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et les forces de fusée ont tous été mobilisés pour mener des exercices. Voilà, et nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.